Tout ce dont on a parlé dans Coup d'État peut vous donner l'illusion qu'on s'adresse surtout et avant tout à des entreprises essayant de faire des choses immatérielles. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste une vue de l'esprit. Parce que souvent, tout ce qu'on vous a exprimé, enseigné, etc., donne le sentiment d'être plus facile lorsqu'il s'agit de business non physique que de business physique. Mais en fait, les business physiques ont énormément d'importance. Et alors, je vais mettre dans le même panier aujourd'hui les gens qui veulent faire du hardware, les gens qui veulent ouvrir un magasin, les gens qui veulent faire du service, pour vous montrer qu'en fait, tout ça répond au même effort. Il faut savoir que le hardware et le fait et à peu près tous les business qui impliquent des coûts structurels de fabrication ont toujours eu auprès des investisseurs, auprès du marché, très mauvaise réputation. Il n'y a encore pas si longtemps, si vous alliez voir un investisseur en lui disant bonjour, je veux fabriquer des chaises intelligentes, ou bonjour, je veux ouvrir le restaurant de demain, ou bonjour, je veux faire une voiture qui roule tout seul, il aurait dit non, ça ne m'intéresse absolument pas, c'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop incertain, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop complexe en termes de distribution. Et tout ça fait que le hardware était balancé par la fenêtre. Et donc, vous auriez eu plein de problèmes à essayer de trouver le moindre soutien. Alors, ce n'était pas simplement en plus un problème en termes de soutien investisseur, c'était beaucoup plus général, puisque si vous regardez l'histoire de l'entreprise et que vous prenez la période 90-2008, 99% des entreprises qui ont atteint une échelle et qui comptent étaient des entreprises qui faisaient du logiciel et de l'immatériel au sens large. Les business de service, les business de hardware, les business qui avaient quelque chose et une part physique, besoin de beaucoup d'employés, datent tous, quand ils sont grands, d'avant 90. Parce qu'en 90, il y a eu cet Eldorado incroyable des gens qui n'ont pas besoin d'employés, qui n'ont pas besoin de choses physiques et qui donc, c'est magique, vont faire des choses automatiques. Alors après, c'est plus ou moins vrai. Amazon est parti pitcher tout le monde en disant c'est génial, on n'a pas besoin d'ouvrir de magasins, on n'a pas besoin d'employés. Ils se retrouvent être maintenant l'un des premiers employeurs des États-Unis et ils ont des entrepôts partout et c'est une galère pas possible. Mais ce n'était pas le pitch. Amazon n'a pas commencé comme ça. Amazon n'est pas venu en disant vous allez voir, on va se prendre la tronche et on va vendre des frigos. Ils sont venus, ils ont dit on va créer des librairies sans magasin. Et dire je vais créer des librairies sans magasin, ça faisait rêver tout le monde. Il faut bien comprendre comment Amazon a commencé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en moins de 15 ans, le hardware est devenu aussi low-tech que le software. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez développer des produits, vous pouvez développer des services, vous pouvez imaginer des choses à peu près à la même vitesse que vous n'imaginez des logiciels. Alors, avec évidemment des contraintes spécifiques, etc. Mais aujourd'hui, n'importe qui est capable de prototyper à peu près n'importe quoi. Alors, évidemment, il y a plein de tendances macro qui appuient ça. L'impression 3D qui est dans la pièce là-bas, le prototypage rapide, le fait que vous êtes capable de vendre sur Internet, le fait qu'il y a besoin de moins d'argent. Si vous prenez la courbe du logiciel, 95, vous avez besoin de 5 millions pour lancer une start-up. 2001, vous avez besoin de 500 000 euros. Aujourd'hui, vous avez besoin entre 0 et 500 euros. Ça c'est la courbe de lancement d'un logiciel. Si vous regardez aujourd'hui la courbe de lancement d'un produit ou d'un objet, on est passé d'à peu près 50 millions d'euros dans les années 90, parce qu'il fallait carrément acheter sa propre usine. Vous imaginez qu'en 90, quand on voulait faire quelque chose dans ce milieu-là, il fallait, comme première étape, acheter une usine. Vous n'avez pas commencé, vous avez à peu près une idée de ce que vous voulez faire, et vous devez aller expliquer à quelqu'un qui va payer une usine. Et qu'il n'y a pas de problème, c'est pas grave, tout va bien se passer. Donc vous comprenez pourquoi à l'époque les gens qui faisaient le concours Lépine, ils gagnaient une médaille au concours Lépine et puis après il n'y avait rien.
Et c'était vraiment un drame en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le lean manufacturing, le fait qu'aujourd'hui des gens sont prêts à faire des pré-séries et à prendre le risque. Ça a changé beaucoup de choses et ça simplifie énormément la distribution. Ce qui fait que, à nouveau, le hardware est le nouveau sexy. Et d'ailleurs, c'est aussi valable, par exemple, si vous voulez ouvrir un restaurant, si vous voulez ouvrir un concept store, si vous voulez ouvrir une chaîne de je ne sais pas quoi, mettez ce que vous voulez derrière. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de révolutionner ces business-là. Imaginez que vous vouliez lancer une société de femmes de ménage. Prenez le truc le plus low-tech et qui a la plus mauvaise image. Vous voulez faire une société de femmes de ménage il y a 10 ans, c'est une galère administrative et logistique insupportable et invraisemblable. Et c'est des coûts à perdre votre santé. Aujourd'hui, HomeJoy fait travailler à peu près 1 million de femmes de ménage aux États-Unis avec une équipe de 12 personnes. Et on ne parle pas de software, on parle vraiment de gens qui viennent faire le ménage chez vous, ils sont réels, il n'y a pas de robots. Ils ont virtuellement 1 million de salariés. Vous imaginez? C'est une boîte qui a 24 mois. Aujourd'hui, des gens dans le service sont capables d'atteindre des échelles pareilles. Par exemple, Momentum Machine, qui fait des burgers automatiques, a le projet d'ouvrir des centaines de restaurants dans le monde en moins de 5 ans. Des centaines de restaurants. Et ça, c'est leur pitch. Et donc, d'un seul coup, en fait, le hardware est devenu le nouveau sexy. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a eu un truc qui a changé la donne, plus que les gens ne l'imaginent, c'est cet objet-là, l'iPhone. L'iPhone, en fait, est à lui tout seul responsable de la révolution hardware dans le monde, pour une raison très simple. C'est que tous les composants qui sont dans cet iPhone ont été copiés, violés, transformés par à peu près tous les prestataires chinois de Shenzhen. Et comme ils sont produits dans les Android, dans les iPhones, etc., à des centaines de millions d'exemplaires, le prix des composants est devenu très, très, très peu cher. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser des composants qui sont dans un téléphone, les acheter pour très peu cher et faire autre chose. Et c'est des choses qui impactent tout. Ça impacte l'immobilier, ça impacte la restauration, ça impacte... Tiens, par exemple, ça m'a vachement surpris, le spa de l'Intercontinental à Marseille vient d'ouvrir. C'est un tout nouveau spa, Parc la Reims. Et à l'entrée, il y a des bornes qui reconnaissent le client. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche parce que moi, ça ne m'a pas reconnu. Mais c'était la première fois que j'y allais. Mais le type m'a expliqué qu'en fait, si je revenais, mes préférences étaient enregistrées par cette borne qui reconnaît à peu près la forme des gens. Je pense que ça fonctionne par reconnaissance faciale. Et ça me permet d'accélérer l'expérience spa. Ça supprime quand même 2 personnes à l'entrée qui peuvent faire autre chose. Et ça, fois 500 spas dans le monde, ça peut avoir un impact énorme. Alors, c'est assez high-end comme truc, parce qu'il faut imaginer que les gens vont dans plusieurs spas intercontinentaux dans le monde et que donc leurs préférences sont enregistrées, quel que soit l'intercontinental dans lequel ils descendent. Mais c'est typiquement le genre de choses qui a un impact énorme sur les business physiques. Mais ça, une telle techno, il y a 10 ans, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est installé à l'entrée d'un spa qui, à mon avis, n'y comprend rien. Je pense que les types qui ont installé ça ne savent même pas comment ça fonctionne. C'est juste une commodité. Ils l'ont acheté, ça marche. C'est comme la plupart des gens qui ont un ordinateur ne savent pas comment leur ordinateur fonctionne. Et ils n'ont pas besoin de le savoir. Et le fait que ces technologies soient en train de rentrer dans l'ensemble de la société, eh ben, ça veut dire que ça commoditise. Alors commoditiser, c'est un mot qui n'existe pas en français, c'est un barbarisme made in the family, parce qu'on ne veut pas dire banaliser, la traduction c'est banaliser, mais le fait de banaliser, on ne comprend pas très bien où ça veut en venir. L'idée de commodité, c'est vraiment quelque chose qui est disponible en masse, pour pas cher, et qui n'est donc plus une différence. Et je pense que la technologie est de moins en moins une différence. Si vous vous projetez un minimum à 10 ans, dans 10 ans, tout le monde installera dans à peu près tous les services des technologies d'exception et ça paraîtra absurde aux gens comme
comme il y a 10 ans, enfin peut-être pas il y a 10 ans, mais comme il y a 20 ans, il n'y avait que les hommes d'affaires richissimes qui avaient des téléphones portables. Aujourd'hui, le moindre adolescent a un téléphone portable. C'est plus. Avant, quand vous étiez homme d'affaires, c'était un avantage comparatif d'avoir le téléphone dans votre voiture. Vous pouviez faire des affaires en roulant, c'était le truc. Il y avait, les gens, quand les téléphones portables sont sortis, ne comprenaient pas à quoi ça servait. Ils disaient, mais pourquoi faire j'ai pas besoin. Puis aujourd'hui, c'est la question inverse qu'on se pose. Comment les gens se donnaient rendez-vous sans téléphone portable? Moi, c'est un truc qui m'interroge beaucoup, en fait. Comment ils faisaient les gens avant? Et c'est ça, en fait, c'est ça le sujet. Alors, la deuxième chose, c'est que et je pense que le phénomène d'Internet des objets est un phénomène intéressant de ce point de vue-là. C'est que quand on parle d'Internet of Things, en fait, on essaie de faire passer une idée qui est qu'avant, les ordinateurs étaient connectés et pouvaient discuter entre eux, mais que maintenant, les objets sont connectés et peuvent discuter entre eux. Et la communication machine to machine, elle est en train de tout changer, parce que des choses qui avant étaient impossibles deviennent possibles, parce qu'il n'y a plus besoin d'intervention humaine pour que des machines se synchronisent et interagissent entre elles. Et ça, on n'est qu'aux prémices de ce qui est en train de se passer. Par exemple, on a une startup as a family qui fait du Bitcoin. C'est des technologies Bluetooth low energy, donc qui essayent de ne pas défoncer la batterie de votre téléphone, et qui font que quand vous rentrez dans un endroit, vous êtes reconnu, on sait qui vous êtes, etc. Mais surtout, votre téléphone va parler avec ces devices et va échanger de l'information sans que le magasin ou sans que vous n'ayez besoin d'interagir. Et ça, c'est vraiment le tout début d'une longue traîne sur tout ce qui va se passer en termes de connexion. Et imaginez votre frigo qui se remplit tout seul d'après une liste préenregistrée parce qu'il voit que quelque chose manque dans le frigo. Imaginez, je ne sais pas moi, votre téléphone qui indique qu'il y a un problème avec votre santé, votre voiture qui indique que vous avez eu un accident, etc., etc. C'est vraiment infini. Autant la communication homme à homme, passant par les machines, avait déjà amplifié ce qui était possible, autant le jour où les machines vont pouvoir communiquer entre elles sans que personne d'autre n'interagisse, ça va changer grandement les choses. Et alors, ce qui est incroyable dans la révolution, on va dire, contemporaine de l'hardware et des objets, etc., c'est l'avènement des nouveaux modes de financement. Et ça, c'est vraiment la dernière chose, c'est que retenez que le paradigme industriel, il a changé. Il a réellement changé. Le paradigme industriel du 19e siècle, c'est j'ai une idée, je fabrique, donc je finance. Une fois que j'ai suffisamment fabriqué, je distribue, et tout l'enjeu est de distribuer suffisamment massivement et suffisamment propriétairement pour donner l'illusion aux gens qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter, et je vends. Et donc c'est un modèle capitalistique à très très fort risque. Maintenant le modèle, c'est j'ai une idée, je vends, et seulement si ça vend, je cours après le financement et la distribution. Et ça change tout. Vous voulez ouvrir la clinique de demain ? On réfléchit beaucoup au sujet de la clinique de demain. Vous voulez ouvrir la clinique de demain ? N'ouvrez pas de clinique. Faites un film. C'est la meilleure façon de voir si les gens sont intéressés par une vision ou pas. Et ça, c'est Kickstarter, mais ce n'est pas seulement ça. Kickstarter, c'est juste la pointe immergée d'un iceberg. Kickstarter, c'est des gens qui ont compris ce paradigme et qui ont réussi à créer une communauté captive de 6 millions de personnes qui donnent de l'argent de façon récurrente. Ça, c'est Kickstarter. Mais le phénomène, il est beaucoup plus large que Kickstarter. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à acheter des visions. Par exemple, il y a une société à Singapour qui a 200 ans. Elle est spécialisée dans les vitres. Vous imaginez, le business quand même le plus... les mecs fabriquent des vitres. Tout type de vitres. Des glaces, des miroirs, des fenêtres, des tables,
du verre poli, du verre machin. C'est une boîte familiale qui est dirigée par la 4e génération dans la famille. Et elle a une particularité, cette boîte, qui est assez unique, c'est qu'à chaque génération, vous êtes nommé CEO pour vos 30 ans. On n'attend pas que vous deveniez vieux pour vous nommer CEO. On vous nomme CEO jeune. Ça fait 4 générations que ça arrive. Donc évidemment, quand vous êtes nommé dans une famille pareille et que vous êtes nommé jeune, la première chose que vous voulez faire, c'est tout changer. Qu'est-ce qu'il a fait, le dernier héritier? Il a dit, moi, je vais faire un truc, je vais faire un film d'inspiration extraordinaire qui va expliquer le verre de demain. Et on va lever de l'argent en bourse là-dessus. Tout le monde a rigolé. C'est il y a 7 ans. À l'époque, il n'y avait pas Kickstarter, ça paraissait pas évident. Ce type a levé 500 millions de dollars en bourse, à la bourse de Hong Kong, sur un film. Sur un film. Ils ont investi 5 millions d'euros pour faire le film. C'est une vraie super production. Mais c'est 5 millions d'euros infiniment plus intelligemment dépensés qu'ils n'auraient jamais pu faire en termes de prototype. S'ils avaient dépensé 5 millions pour faire un prototype du verre de demain, ils auraient eu les Google Glass. C'est que les gens se diraient, mais c'est pas possible, quoi. Ça marche pas, ce truc, quoi. Mince. Google Glass. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de fabriquer pour convaincre les gens. Et ça, c'est un changement de mentalité, c'est un changement sociologique profond. Et d'ailleurs, toutes les excuses que vous pouvez vous raconter. On a eu le fondateur de Kickstarter ici, Charles Adler. Je lui ai demandé quelle était la chose qui l'avait le plus impressionné sur Kickstarter. Il a dit c'est l'une des toutes premières campagnes qu'on a eues. On a financé un restaurant à San Francisco sur Kickstarter. Et alors, vous savez comment ils ont financé un resto? Les types, ils ont dit voilà, on va ouvrir un restaurant avec une carte extraordinaire et originale. On fait une campagne Kickstarter et on organise des dégustations des plats qu'on va faire dans le restaurant tous les mercredis pendant toute la campagne Kickstarter à telle adresse. C'est l'une des premières campagnes vraiment réussies sur Kickstarter. C'est ni un logiciel, ni un produit hardware technologique, c'est un restaurant. Et c'est ça, en fait, le changement profond de l'hardware. C'est que d'un seul coup, tout ce qui est dans le monde physique, et ce n'est pas simplement qu'une question d'objets. Les histoires d'objets connectés, etc., sont hyper intéressants. Mais à nouveau, ce n'est qu'une toute petite partie d'un phénomène beaucoup plus large. Le phénomène beaucoup plus large, c'est la révolution des modes de financement grâce à quelque chose d'unique au monde. C'est que des gens au fin fond de l'Iowa peuvent financer un restaurant à San Francisco parce que des gens sur des photos ont l'air de trouver ça bon. Et que, je sais pas, ils trouvent la tête du mec qui ouvre le resto sympa et qu'il a une bonne énergie et que la vidéo est cool. Vous avez vu, parlons d'un sujet. Qui a vu Potato Salad là? Il y a un type qui a fait une campagne blague sur Kickstarter, 10 $. Mon rêve dans la vie, c'est de faire une salade de pommes de terre. J'ose pas me lancer, mais si les gens me donnent 10 $ sur Kickstarter, je me lancerai et je ferai la salade de pommes de terre et je la partagerai avec le type qui me finance 10 $. Le type en est à 60, hier, il en était à 70 000 $ collectés. Je ne sais pas combien il est aujourd'hui. Quelqu'un peut regarder si ça a augmenté depuis hier. La presse entière est en train de se moquer de ce truc-là en disant c'est la folie de l'Internet, c'est n'importe quoi, les gens sont complètement idiots. En fait, c'est la presse qui n'a rien compris. Cette salade de pommes de terre représente le symbole de l'économie nouvelle. C'est que des gens sont prêts à donner de l'argent. Quand vous regardez le montant que les gens ont donné, c'est tout petit. Les gens sont prêts à donner en masse et de façon amplifiante de l'argent à quelqu'un parce qu'il est drôle. Parce que le texte de cette salade de pommes de terre, il est bien écrit. Parce que les vidéos que le mec font sont géniales. Et qu'en fait, c'est un sketch. Et ce que les gens sont en train de payer, c'est un sketch. Et les gens savent très bien que tout ceci n'est qu'une vaste blague. Mais tout ceci n'est qu'une vaste blague qu'ils ont envie de soutenir parce qu'elle représente en fait le phénomène. Et d'ailleurs, il y a un article dans Le Monde qui explique que quand même c'est limite éthiquement parce que le type va toucher de l'argent. Moi, j'ai le flux Facebook de tous mes amis aux États-Unis qui ont donné de l'argent et les mecs sont juste trop contents que ce type va toucher 70 000 $. Et il est là en fait le shift de mentalité. Le shift de mentalité, c'est qu'à un moment donné, les gens sont prêts à soutenir des choses parce qu'elles sont cool, parce qu'elles sont fun, parce qu'elles représentent quelque chose qui est en accord avec leur vision. Le mec ne va pas gagner des centaines de millions avec sa salade de pommes de terre,
mais il va avoir une belle année devant lui et il va avoir un phénomène qui le dépasse et il va falloir en faire beaucoup de patates. En fait, il est dans la merde, le type. Franchement, ça m'a donné grandement espoir dans l'humanité, cette histoire de salade de pommes de terre. Et ça, en fait, ça change tout parce que aujourd'hui, vous avez des boîtes qui ont reçu énormément de financement. Nest, par exemple, les thermostats intelligents, 120 millions de dollars de financement. Leap, l'interface gestuelle sur les ordinateurs, a reçu 45 millions. Oculus Rift a reçu 91 millions. Parlons 2 minutes de Oculus Rift, par exemple. Oculus Rift, c'est symptomatique de cette époque-là, parce que c'est des gens qui ont financé un produit et un projet, et ça a été racheté par Facebook, et le projet a été fermé et changé. Pourquoi il y a eu un tel scandale? Parce que aujourd'hui, ces gens-là pensent qu'ils sont beaucoup plus propriétaires des donations qu'ils font et des contributions qu'ils font et du projet qu'ils permettent que n'importe quelle société industrielle qui met de l'argent sur la table. Et en fait, il est là le fondement. Le fondement, c'est que Facebook a fait un acte très 19e siècle, racheter une boîte, face à des gens qui étaient dans le futur, on participe collectivement au financement et au projet d'un rêve qui est le casque virtuel. Et ça, je vous l'assure, hein, et c'est valable pour vous tous dans la salle. Aujourd'hui, la compétence numéro 1 d'un entrepreneur, c'est de savoir vendre un projet en ligne. Vous pouvez apprendre plein de choses, vous pouvez apprendre le légal, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, mais votre capacité à raconter des histoires en ligne et à vendre en ligne des projets et à enthousiasmer les gens juste sur des projets, c'est quelque chose qui compte énormément. Qui ici a vu la première vidéo de l'histoire de The Family? C'est une vidéo avec des films coupés. D'accord, ok, pas besoin de vous la remontrer. Mais par exemple, cette vidéo, elle est symptomatique de la façon dont on a pensé The Family. Quand on a fait cette vidéo, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de boîte, on n'avait pas d'équipe, on n'avait pas de stagiaire. En fait, on n'avait rien, on était juste tous les trois. Et j'ai écrit le texte de la vidéo après avoir vu Ratatouille pour la 10e fois de ma vie. Vraiment grand film, Ratatouille, je vous encourage tous à le voir. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, si on veut expliquer ce qu'est The Family, on a juste à faire un truc tout bête, c'est prendre des images pop qui nous parlent, et qui parlent à tous les gens à qui on s'adresse. Donc c'est facile de créer du lien. Les couper, mettre un texte et voir qu'est-ce qui se passe. Ça a été le fondement de notre action. On n'arrivait pas à y croire nous-mêmes. Quand on disait, de toute façon, quand on disait aux gens, ouais, on a reçu 300 candidatures, les gens étaient morts de rire. Ils n'y croyaient pas, en fait. C'était inimaginable, en fait. Et c'est ça, en fait, le véritable sujet. Juste pour vous donner un chiffre un peu macro, les VC technologiques, donc tous les gens qui d'habitude financent du software, ont l'année dernière mis 848 millions de dollars collectivement dans des entreprises qui font du software, du hardware ou du service. Et la mode de la révolution des services est en marche. Vous pouvez prendre à peu près n'importe quel métier traditionnel, de l'hôtellerie, la restauration, etc. Et vous pouvez imaginer la version du futur et vous allez pouvoir trouver des financements si vous arrivez à raconter la bonne histoire. Alors, tout ça vient avec une révolution des business models. N'oubliez jamais, en général, les grandes révolutions sont toujours accompagnées d'un business model nouveau qui les accompagne. Toujours. C'est très, très rare. Prenons un exemple. Vous êtes Google. Vous créez le premier moteur de recherche du monde et vous avez 1 milliard de visiteurs par jour. Vous pouvez faire une bêtise, c'est mettre du display ads. Pourquoi une bêtise? Parce que ça réduit l'expérience, parce que ça fait chier tout le monde, parce que c'est pas bon. Ou sinon, vous résistez et vous inventez Google AdWords. Et Google AdWords explique autant le succès de Google que Google explique le succès de Google AdWords. Parce qu'une fois que vous avez un business model qui est vraiment en accord avec la philosophie de ce que vous faites, eh ben, ça tourne. Prenons la restauration. Par exemple, la mode des all you can eat aux États-Unis, qui n'a jamais pris nulle part ailleurs. Pourquoi aux États-Unis les all you can eat fonctionnent tellement? Parce qu'il y a quelque chose de très raccord avec la culture américaine où la quantité vaut mieux que la qualité.
C'est le sentiment de satiété qui est recherché par cette société de la consommation. Pourquoi tous les restaurants qui ont essayé de copier ça à l'étranger ont mal fini? Et flunch en premier. Pour la raison très simple, c'est que partout ailleurs dans le monde, on se dit mais c'est pas possible, ça ne va pas être bon. Et les business models ont autant d'impact dans la structuration et la perception de ce que vous faites que ce que vous faites. Si par exemple vous développez un produit de luxe et que vous le vendez pas cher, vous n'arriverez jamais à le vendre. Parce que ce ne sera pas perçu comme quelque chose de luxe. Le luxe, c'est tout ce qui est plus cher que c'est nécessaire de l'être. Et il est là le sujet. Le sujet, c'est que vous devez être dans des réflexions profondes sur qu'est-ce que les gens... Et c'était notamment la question que tu me posais tout à l'heure. C'était, est-ce que je dois afficher le prix ou pas? J'en sais rien. Faut juste être en accord avec ce que les gens attendent. Et être raccord, c'est vraiment l'idée d'être raccord, en fait. Et être raccord, ça demande de vivre, en fait. Ça demande de développer de l'instinct, ça demande de comprendre les gens. C'est pas juste une méthode. Alors, l'une des grosses révolutions dans le hardware, qui a été lancée, en fait, mine de rien, en France, avec les offres triplées et les fameuses box, c'est le HAAS. H-A-A-S. Le Hardware as a Service. Alors, l'idée est toute bête. C'est comme le Software as a Service. Au lieu d'acheter un objet et un produit cher, vous le louez pour un prix tous les mois. Quand Freebox vous envoie une box, vous payez un abonnement. Alors là, en plus, c'est un produit plus un service. Mais en général, le HAAS vient avec des services. Les grands avantages du Hardware as a Service, c'est que vous avez des revenus récurrents et vous avez une lifetime value qui est bien plus élevée en général que si vous vendiez d'un coup. Parce que les gens se désabonnent rarement, en fait. C'est le genre de truc qui s'accumule jusqu'à l'expiration de la carte bleue, même quand ils ne l'utilisent plus. Vous n'imaginez pas la résilience des cartes bleues. Le problème, c'est qu'il faut énormément, c'est comme dans un SaaS, il faut énormément de capital, il faut avoir énormément de fonds, parce que vous, le produit, vous le payez. Si vous le payez 200 € et que vous le louez 20 $ par mois, ça veut dire que pendant 10 mois, vous commencez là, et pendant 10 mois, vous rattrapez votre perte. Et c'est seulement au 10e mois que vous gagnez de l'argent. Ça veut dire que c'est des boîtes qui ont des revenus comme ça, qui tombent dans les abysses, un peu plus tous les mois, jusqu'à un moment où en fait la croissance de ce qui a été vendu le volume de ce qui a été vendu est supérieur au volume de ce qui a été vendu est supérieur au volume de ce qui est vendu. Et donc la courbe s'inverse et vous finissez par devenir profitable. Mais il faut avoir le cœur solide, hein, parce que écrire du rouge à longueur de journée, psychologiquement, c'est jamais très facile en fait. Et puis il faut avoir des financiers encore plus solides que vous, parce que c'est eux qui vont payer le chèque. Un autre, un autre business model assez intéressant, je ne sais pas si vous connaissez Paper 53. Personne connaît Paper 53? C'est un stylo smart et connecté et qui est écrit comme un crayon de papier, quoi. Et qui permet de faire des dessins, par exemple, et ça enregistre le dessin. Et alors, le business model de Paper 53, c'est le hardmium. De toute façon, vous allez voir, on réinvente toujours, on reprend toujours des modèles et on les applique. Alors, qu'est-ce que c'est le hardmium? C'est le fait que vous offrez gratuitement le hardware, gratuitement, et par contre, vous faites payer le software et le service de façon récurrente. Alors, ça a un avantage énorme, c'est qu'à peu près n'importe qui vous achète votre objet. Par exemple, c'est Square. Square, c'est un hardmium. Ils distribuent leur objet gratuitement. Par contre, à chaque fois que quelqu'un paye, il touche une commission. L'autre gros avantage, c'est que vous développez une communauté tellement vaste, tellement vite, que vous obtenez du feedback beaucoup plus rapidement. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit vendu et que les gens achètent pour avoir du feedback. Alors, il y a un gros problème avec ces business models-là, c'est ce qu'on appelle le free rider effect. C'est que d'un seul coup, vous avez plein de gens qui ont juste un intérêt énorme à simplement en acheter, mais pour jamais l'utiliser, mais parce que c'est cool. Et donc, vous avez toute la communauté des hyper early adopters qui vous commandent massivement des choses alors que ça ne les intéresse pas. Et ça peut avoir un coût délirant, en fait. Et notamment, Paper 53, ça a été surtout utilisé par des gens qui ne savent pas dessiner, mais qui trouvaient ça tellement cool d'avoir un stylo connecté. Mais je pense qu'ils n'ont jamais payé le service après, en fait. C'est le gros problème, en fait. Et je pense que le bon raisonnement sur le hardmium, c'est quand vous avez quelque chose de profondément consumer et qui se répète. Un truc dans l'automobile peut être hardmium, par exemple. Typiquement.
Alors, il y a un type de business model qui est en train de se développer, c'est le HAP, Hardware as a Platform. C'est le fait que vous allez fournir à des gens qui veulent faire des business de service une capacité logistique hardware librement qu'ils vont pouvoir programmer et utiliser. Par exemple, un bon exemple de app, on a une boîte dans The Family qui fait la carte des restaurants du futur. C'est-à-dire qu'ils font un menu connecté et c'est sur du papier électronique, etc. Ben ça, typiquement, ça va permettre à n'importe qui de pouvoir développer des services dans n'importe quel restaurant parce qu'il y aura l'infrastructure. Les ordinateurs sont une forme de app parce que les gens peuvent venir développer des logiciels. Les téléphones mobiles en sont une. Je ne sais pas qui connaît Leap ici. Ouais, alors là, c'est vraiment le truc geekos absolu, mais Leap, ça permet en fait de connecter un petit device qui permet de rendre l'ordinateur contrôlable par des gestes en l'air. C'est la fameuse interface Minority Report que tout le monde essaie de faire depuis que Minority Report est sorti. Même si moi, je ne me vois pas au bureau en mode toute la journée. Mais Leap est un bon exemple de hardware as a platform. Alors les gros avantages de hardware as a platform, c'est que le potentiel de revenu est infini. L'acquisition cost est très très faible. Par contre, vous avez besoin, votre client ne sont pas les utilisateurs, votre client sont les développeurs. Et ça, c'est un truc terrible. Parce que vos consommateurs sont les utilisateurs, mais vos clients sont les développeurs. En général, quand dans une société, vous avez une distinction entre les consommateurs et les clients, c'est le début de la galère. Vous voulez un exemple typique? Les jouets pour enfants. Les jouets pour enfants, votre consommateur, c'est les enfants, mais votre client, c'est les parents. C'est eux qui achètent. Et c'est pour ça que développer des jouets pour enfants, c'est très, 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 très dur. Un autre exemple, si vous faites du logiciel d'entreprise, vos consommateurs sont les gens en entreprise, mais votre client, c'est le DSI. Et je ne sais pas s'il y a des DSI dans la salle, mais c'est la pire population à qui parler. C'est connu, quoi. Vaut mieux se jeter par la fenêtre que commencer à parler avec un DSI. Ces distinctions font que ça peut être très très dur de développer quelque chose. Alors, un business model très intéressant en pleine émergence, qui est le hard data. Hard data, c'est quoi? C'est le fait que vous fassiez un service ou un produit qui permet de collecter massivement de la donnée. Vous le faites gratuitement en vue de revendre cette donnée. Alors, vous voulez un hard data très original et intriguant, le médecin as a service. J'ai vu ça hier. Je vous fais le pitch. Votre médecin est gratuit. Vous ne payez rien. Il est payé par des sociétés pharmaceutiques. En échange, vous vous engagez à tout ce qu'il fait sur vous. Les datas servent à des labos pour faire des expériences et accélérer le rythme des tests cliniques. Les labos pharmaceutiques ont tellement d'argent que payer des armées de médecins, c'est vraiment facile pour elles. Et donc, vous offrez une forme de médecine gratuite parce que, en échange, vous devez remplir des questionnaires. Et donc, au lieu d'avoir une consultation qui est seulement orientée sur vous, vous avez une consultation qui est orientée sur vous, plus sur l'environnement. C'est hyper sérieux comme sujet. Et ça, dans le genre disruption qui font hyper mal, si les labos pharmaceutiques arrivent à faire une révolution pareille, c'est-à-dire que les labos pharmaceutiques vont intégrer la chaîne de valeur entre les médicaments et les médecins. Et là, pour le coup, dans le genre menace pour la démocratie, là, ça se pose là. C'est-à-dire que vous devenez payeur, distributeur, et ça devient très compliqué à gérer. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a aucun régime de sécurité sociale du monde qui survit. Aucun. Vous savez, c'est toujours comme ça que ça commence, les problèmes. C'est quand vous avez un business model qui n'est pas sain et qui accumule de la dette, à un moment ou un autre, les gens en ont marre et sont prêts à prendre des solutions qui sont à l'extrême opposé et qui ne sont peut-être pas en fait les solutions les plus agréables. Mais par exemple, cet exemple de hard data, alors il y en a d'autres, par exemple Nest, le thermostat. Le thermostat coûte $250 ou $300 à fabriquer, je crois, et ils vous le vendent $99. Donc c'est pas gratuit, mais c'est, disons, à 2/3 subventionné. Pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer toutes les données de la maison et devenir le cœur de l'information. C'est pas pour rien que Google les a rachetés. En fait, c'est terrible parce que quand tu es le meilleur et qu'en plus tu es le moins cher,
parce que tu peux te permettre de vendre à perte parce que tu as levé je ne sais pas combien de centaines de millions, d'un seul coup, en fait, la notion même de concurrence disparaît, en fait. Parce que tu ne sais pas quoi faire, en fait. Si un type te dit, moi, je fais le meilleur truc et en plus, je te le donne, et toi, tu dis, oui, alors moi, je fais un truc moins bien et en plus, c'est cher, j'ai pas d'argent. Ça devient un vrai problème. Mais ils sont, enfin, les stratégies monopolistiques, il y a un endroit au monde où ils sont bons, c'est les États-Unis, et c'est parce qu'ils sont capables de faire des paris incroyables. Imaginez le pitch. Vous arrivez chez quelqu'un et vous lui dites, voilà, il faudrait que je lève 170 millions de dollars pour faire une boîte en fait où je vais offrir des thermostats pratiquement gratuitement à tout le monde parce que on va capter plein de data et grâce à ça, dans 10 ans, on va pouvoir commencer à gagner de l'argent. Enfin, je pense que la plupart des financiers dans le monde se disent oui, 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 très intéressant. Revenez me voir quand vous revenez me voir bientôt. Et c'est la grande capacité américaine à produire du truc. Un autre exemple de hard data assez intéressant, c'est tous les gens qui vous proposent en fait de vous fournir un service à un prix ridicule en échange de pouvoir capter de la donnée sur vous. Et c'est pas nouveau, c'est toutes ces histoires de sondage. Vous savez, quand vous répondez à des enquêtes en ligne, vous pouvez être amené à avoir des gens qui vous proposent un service ou un produit gratuitement en échange de remplir un questionnaire. En fait, ce que le numérique permet, c'est que le numérique permet de passer ça à l'échelle. Avant, il y avait quelques personnes qui étaient acquises dans la rue de façon un peu désordonnée. Maintenant, vous pouvez imaginer que les gens sont acquis massivement en ligne. Alors, il y a un problème dans ces business models, c'est qu'il n'y a pas encore une boîte au monde qui a trouvé une méthode de monétisation de la data efficace. Juste petit risque dans ces modèles, assez minime en fait. Alors, tout ça est vrai et toute la révolution hardware est super intéressante, mais il y a quelque chose d'encore plus important à garder en tête. C'est que si vous faites quelque chose qui est dans le monde physique, vous n'avez qu'une seule obsession, le cash. Parce que le cash, c'est dans le software, l'internet, etc., cash is king. Mais alors, dans la réalité, cash is mega king. Parce que d'un seul coup, il y a plein de choses qui peuvent tourner très mal si vous êtes à court de cash. Si vous avez un restaurant et que vous ne payez pas votre loyer, vous n'avez plus de restaurant. Si vous vendez des enceintes et que vous ne payez pas votre fournisseur qui fabrique les enceintes, vous n'avez plus d'enceintes. Donc ça crée une structuration de boîte qui est un peu spécifique. C'est que c'est des structurations où le cash flow et la capacité à lever de l'argent pour financer les différents cash flows est incroyablement importante. C'est-à-dire que la tâche numéro 2 de quiconque veut faire quelque chose qui est ancré dans le monde physique, après avoir créé un produit d'exception, c'est vraiment les levées de fonds. Beaucoup plus que dans le software. Les levées de fonds dans le software, c'est assez facile, c'est assez normé. Vous levez entre 500 et 1,5 million au premier tour, entre 1,5 million et 5 millions au deuxième tour, entre 5 et 15 millions au troisième tour, et puis après, vous êtes indépendant ou vous IPO. Si vous êtes Uber, lever de l'argent, c'est un truc que vous pensez le matin en vous levant, vous y pensez le soir en vous couchant. Et c'est la seule obsession. C'est comment mettre plus d'argent dans la machine, plus d'argent dans la machine. Si vous créez n'importe quel service physique, le fait de payer les gens, etc., est un vrai sujet en fait. Donc vous avez besoin d'énormément de cash. Le gros avantage, c'est que vous avez besoin de moins de cash qu'avant. Par exemple, aujourd'hui, une phase de prototyping, ça coûte entre 25 000 et 100 000 euros. Mais il faut quand même les trouver, ces 25 000, 100 000 euros. Donc, si vous voulez faire quoi que ce soit de ce type-là, il y a une étape qui n'est plus nécessaire dans le software, mais qui reste nécessaire dans ce genre de business-là, c'est le love money. L'industrialisation, ça coûte entre 100 et 1 million. Et ensuite, l'expansion, ça coûte d'1 million à l'infini et au-delà. Et en fait, à chacune de ces étapes, vous avez un problème énorme, c'est que vous devez démontrer de l'attraction. Ce qui veut dire que beaucoup plus rapidement que jamais, vous avez besoin de transformer votre produit ou votre service en un phénomène massif que les gens ont envie d'acquérir et en un phénomène que les gens ont envie de soutenir. Et c'est pour ça que les pré-orders, c'est pour ça que Kickstarter, c'est pour ça que tous ces sujets-là sont
hyper, hyper important. Et vous n'imaginez pas comme c'est dur de motiver les gens à acheter quelque chose. Et en plus, c'est terrible. Hein. Vous faites une campagne, vous n'atteignez pas votre objectif, personne ne vous soutiendra. Et si vous mettez un objectif trop faible et que vous l'atteignez quand même, bah, personne ne vous soutiendra quand même. Donc, ne jouez pas au jeu de fixer un objectif tellement bas que quoi qu'il arrive, vous allez l'atteindre. Vous devez en plus faire en sorte que cette campagne de pré-order, etc., en fait, participe à la création de votre crédibilité. C'est le sujet le plus dur parce que forcément, ça veut dire qu'à peine un produit sur 100 existera et que le niveau de risque est à ce moment-là infini parce que vous allez travailler très dur et très longtemps pour réussir à faire quelque chose qui a très très peu de chances de se vendre. Et là, de ce point de vue-là, le hardware est très très peu lean ou très très peu itératif. Parce que vous pouvez itérer dans le virtuel, mais à un moment donné, vous êtes obligé d'essayer d'organiser de la campagne, vous êtes obligé d'organiser de l'awareness, vous êtes obligé d'organiser tout ce qui ressemble à la façon ancienne de lancer des choses, des relations publiques, etc. Ce qui veut dire que lancer quelque chose dans le monde physique prend beaucoup plus de ressources et est beaucoup plus compliqué que lancer un logiciel sur lequel vous pouvez réellement itérer de semaine en semaine. Et d'ailleurs, il y a cette phrase de Mark Andreessen que j'aime beaucoup. « Never forget that in hardware, the first word is hard ». Et c'est vrai, en fait. En fait, c'est une structure à l'envers. C'est beaucoup plus dur à lancer que les autres boîtes, mais c'est beaucoup plus facile à gérer que les autres boîtes. À l'inverse, le software, c'est beaucoup plus facile à lancer que les autres boîtes. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus dur à maintenir dans le long terme. Et vous ne savez jamais à quel point tout peut basculer d'un moment à l'autre dans le software. Dans le hardware, c'est plus rare. Vous avez des cycles plus longs, vous avez des cycles plus prédictifs. Donc, elle est là la tension. La tension, c'est de réussir à passer cette première étape de façon efficace. Et c'est vraiment pas facile. Alors, la deuxième chose, c'est que le hardware a un sujet, c'est le niveau des marges. Le niveau des marges est important parce que très souvent, les entrepreneurs font une bêtise assez fondamentale, c'est qu'ils essaient de gagner leur vie sur les premiers produits et ils essaient de vendre leurs produits à un niveau où ils espèrent faire la même marge qu'ils la font à la fin. Alors, je m'explique. Si votre produit coûte 150 € à fabriquer, quand vous fabriquez 10 000 exemplaires, ça veut dire qu'il coûtera 15 € à fabriquer quand vous en fabriquerez plusieurs millions. Parce qu'il y a des économies d'échelle et il y a des phénomènes structurels qui font que plus vous fabriquez quelque chose, moins ça coûte cher à l'unité à fabriquer. Le premier iPhone a dû coûter des millions d'euros à fabriquer. Aujourd'hui, un iPhone coûte à peine 31 $ à fabriquer. 31 $, hein, l'iPhone, dernier rapport. Vous l'avez payé 1 000 €. Hein, c'est un délire. Résultat, le gros problème, c'est que les entrepreneurs ont tendance à établir leur politique de prix en se disant que la marge minimum dans le hardware, c'est 60-70%. Et donc, quand ils fabriquent les premiers exemplaires, ils font un prix plus élevé. Alors ça, c'est une stratégie à double tranchant. C'est une stratégie à double tranchant parce qu'elle est très dangereuse. Parce que ce qui peut se faire, c'est que les gens n'achètent pas quelque chose parce qu'il est trop cher, parce que vous avez voulu avoir une marge en proportion. En général, dans le hardware, plus on avance, mieux on gagne sa vie. Donc ça suppose qu'au début, on la gagne très mal. Et vous ne pouvez pas faire beaucoup de marge au début. Vous devez vous comporter comme si ça coûtait dès le premier jour le prix final de fabrication. Ça, mentalement, c'est quelque chose de difficile parce que vous devez être concentré sur le présent et non pas sur le futur. Parce qu'au présent, les gens n'ont pas envie de payer un premium sous prétexte que c'est fabriqué un peu d'exemplaires. Alors, il y a une astuce de contournement de ça, qui est ce qu'on appelle les stratégies de high-end access to market. C'est par exemple Tesla. Tesla a vu qu'il était impossible de fabriquer une batterie pour pas cher et que les marges allaient être dégueulasses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par développer une Ferrari. Puisque en commençant par une Ferrari, vous pouvez faire suffisamment de marge pour payer le surplus de coûts que représente la batterie. Mais ils n'ont pas lancé une berline ou une Twingo chère. Vous voyez la différence? Ils ont lancé une Ferrari avec des caractéristiques de Ferrari, avec un look de Ferrari et des couleurs de Ferrari.
Et ils ont dit, nous on fait des voitures d'exception électriques. Mais sauf que la batterie qu'ils ont fabriquée à ce moment-là est une batterie qu'ils ont pu réutiliser dans plein d'autres choses. Et qui continuent à réutiliser. Mais sauf qu'ils ont préservé leur niveau de marge, et que leur niveau de marge est constant, c'est juste que leur coût s'écroule, et que donc leur prix s'écroule, et que donc ils peuvent faire des véhicules moins haut de gamme. Mais vous avez vu, c'est une segmentation marché. La pire bêtise qu'ils auraient pu faire, c'est de dire, on va développer une Twingo, mais comme c'est la première qu'on fait, bah, elle coûte cher, et elle va coûter très très cher. Or, le problème, c'est que ça, c'était valable quand vous lanciez la première télé. Pourquoi la première télé était chère? Parce qu'elle représentait quelque chose qui était quelque chose de fondamentalement nouveau. Changement de paradigme. Donc même si c'est de mauvaise qualité, ça peut être cher. Parce que dans le marché, ce n'est pas de mauvaise qualité, c'est la qualité optimale, c'est la première. Si à l'inverse, vous voulez réinventer un objet qui existe déjà, si vous faites des enceintes par exemple, bah, vous avez un problème, c'est que vous devez faire si vous les faites chères, vous devez faire des enceintes d'extrêmement bonne qualité. Elles ne doivent pas simplement être connectées. C'est les fameux Jawbone, par exemple. Les Jawbone Box, elles coûtent cher, mais elles ont une bonne qualité. Et en plus, elles sont connectées. Et vous devez voir ces histoires de connectés, smart, etc., exactement comme on voit l'électricité. Vous savez, dans la plupart des boîtes, il y a des directeurs au numérique. Pourtant, il n'y a aucun directeur à l'électricité. Vous imaginez dans une boîte un type qui vous dit « Bonjour, je suis le responsable de l'impact de l'électricité sur notre business ». Et pourtant, l'électricité, ça a un impact à l'ensemble des échelles. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. C'est un élément vital, l'électricité. Et bien, le numérique, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous dire que je vais faire une... Ah, c'est génial, je vais faire une brosse à dents smart. Les gens s'en fichent que la brosse à dents soit smart. C'est une commodité qu'elle soit smart. Elle doit être smart pour de bonnes raisons. Parce que c'est une meilleure expérience de brossage, parce que c'est je ne sais pas quoi. Et donc, vous voyez tout l'enjeu en fait qu'il y a dans ces histoires de services de nouveaux gens ou de hardware de nouveaux gens, c'est qu'à aucun moment l'histoire que vous pouvez raconter peut simplement se contenter de dire « Ah, moi je fais les choses en utilisant de la techno, donc je les fais de façon smart, donc je les fais de façon nouvelle ». Le sujet est ailleurs. Le sujet, c'est que vous devez réussir à expliquer aux gens pourquoi vous faites quelque chose de mieux. Donc, les histoires de marge ont aussi un impact sur la distribution. Et ça, c'est un autre sujet des nouveaux business. C'est que la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'essayer d'être distribué dans plusieurs endroits à la fois. Vous devez choisir entre la distribution en ligne et la distribution retail. Mais la distribution retail est une distribution à très 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 faible marge. Si vous allez voir Monoprix ou Carrefour, il y a quelque chose qu'ils savent faire depuis des années, c'est flinguer vos marges. C'est une expertise qu'ils ont. Ils passent leur journée à faire ça. Donc si vous lancez quelque chose de nouveau, vous devez trouver un moyen de distribution qui ne va pas agresser vos marges au début pour pouvoir vous donner le temps et l'oxygène nécessaire à itérer et à fabriquer des choses en attendant d'être apte à aller vers la masse. Et ça, évidemment, encore une fois, c'est l'Internet. Tout lancement d'un produit ou d'un service s'accompagne avec une capacité à vendre en ligne. Si vous voulez aujourd'hui lancer une chaîne de restauration, la chose la plus importante à faire, ce n'est pas la chaîne de restauration, c'est le site Internet. Ça peut paraître dingue, mais en fait, c'est le cas. Pour une raison très simple, c'est que c'est votre seul espoir de pouvoir lutter contre un Starbucks ou lutter contre un McDonald's ou lutter contre le resto sympa du coin. Et si vous regardez qu'est-ce qui reste par exemple aux libraires face à Amazon, et ben en fait, assez bizarrement, ce qui leur reste, c'est l'Internet. Et etc., etc. L'événementiel, les réseaux sociaux, le fait de créer une communauté. Plus ces géants vont réussir à commoditiser des fonctions entières de la société, plus les niches auront besoin d'être de très très haute qualité et d'être hyper solides sur leurs arrières. Et c'est ça en fait le sujet. Soit vous êtes un géant, soit vous êtes petit, mais vous êtes très 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 solide. Vous êtes une forteresse imprenable. Les histoires de... Un autre point, c'est que quand vous faites des choses physiques, vous ne devez jamais sous-estimer à quel point vous pouvez quand même tester, vous pouvez quand même itérer et vous pouvez quand même faire les choses qu'on fait le mieux dans le software.
Un des exemples incroyables que je connais, c'est Jawa, par exemple, cuisine indonésienne. Quelque chose qui m'a impressionné dans la construction de Jawa, c'est que c'est pas quelqu'un qui s'est mis derrière un écran et s'est dit je vais ouvrir un restaurant de cuisine indonésienne. Tous les soirs, elle a fait un service de traiteur pendant plus d'1 an, à livrer des gens et à fabriquer des plats sur mesure indonésiens. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que pendant 1 an, elle a acquis de l'information et de l'argent au passage sur qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Vous voyez la différence entre ouvrir un restaurant de façon itérative et offrir un restaurant en faisant un business plan. Quelle est la première chose que les gens vous disent quand vous ouvrez un restaurant? C'est va voir un banquier, fais un business plan, présente-lui ton dossier, réfléchis dans ta caverne et ressors quand tu seras prêt, jeune padawan. Et c'est complètement ahuri parce qu'un restaurant, ce qui compte, c'est ce que les gens mangent. Et ce que les gens mangent, vous pouvez le faire dans votre cuisine en invitant les gens chez vous et en les faisant payer. Et avant, c'était être un traiteur, c'était un sujet en soi. Aujourd'hui, vous avez Allo Resto. Vous pouvez vous inscrire sur Allo Resto et recevoir des commandes tous les jours alors que vous n'avez pas vraiment de restaurant. Il vous suffit juste d'une cuisine. Et ça, en fait, ça change tout et ça change tout à tous les niveaux. Avant, quand vous ouvriez un restaurant, vous ne pouviez pas commencer par être un traiteur parce qu'être un traiteur, c'était un problème de distribution en soi. Maintenant, être un traiteur, c'est une commodité. Et donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur le développement d'une carte et de cuisine. Et ça, c'est vrai pour plein d'autres sujets et plein d'autres choses. Si vous voulez lancer un service de femme de ménage, tiens, c'est un excellent exemple. Vous voulez lire des articles intéressants, allez lire l'histoire de Homejoy. H-O-M-E-J-O-Y. Allez tous lire les articles qui ont été écrits sur Homejoy. Homejoy, c'est l'histoire d'une nana qui est partie faire le ménage chez les gens pour comprendre qu'est-ce qui faisait la valeur du ménage et faire la plus grande société de femmes de ménage du monde. Et elle est en train de devenir un géant. Elle s'est lancée dans 180 villes aux États-Unis en moins de 24 mois. C'est délirant. La dernière fois que j'ai regardé les chiffres, elle a été lancée dans 30 villes. Il y a un article qui a été écrit quand elle a été lancée dans 60. Maintenant, elle est dans 180 et j'ai l'impression qu'elle va plus vite qu'il est possible d'imaginer d'aller. Or, pourquoi Homejoy est possible? Homejoy est possible parce que Craigslist existe. Si Craigslist n'existait pas, ce serait impossible pour Homejoy d'exister. Parce que avant, le problème quand on faisait une société de femmes de ménage, c'était pas de faire du ménage de qualité. Le problème, c'était de trouver des gens qui ont besoin de ménage. Mais maintenant, les gens qui ont besoin de ménage, ils vont tous au même endroit. Ils vont sur Craigslist. Et parce qu'ils sont tous sur Craigslist, si vous arrivez à les capter d'une meilleure façon, avec une meilleure qualité, c'est vous qui gagnez. Et c'est ça le grand enseignement que vous devez comprendre. C'est que pendant très longtemps, les histoires de business étaient des histoires de distribution. Ce qu'il fallait maîtriser, c'était la distribution. Aujourd'hui, la distribution pour la plupart des produits physiques est en ligne. Vous savez combien ça prend de temps d'avoir un produit référencé sur Amazon? 5 jours et un rendez-vous. 5 jours et un rendez-vous et vous êtes référencé sur Amazon. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est vrai que vous avez une infrastructure où les gens peuvent aller payer et acheter et commander avec un tiers de confiance incroyable qui est Amazon, sans aucun souci, en moins de 5 jours. Alors après, je ne vous garantis pas que tout le monde qui rentre dans ce process de 5 jours est sélectionné. Mais vous voyez le sujet. Le sujet, ce n'est plus d'avoir d'accord de distribution. Le sujet, c'est d'avoir un produit suffisamment bien, suffisamment impressionnant, que quand vous arrivez dans le bureau du type à Amazon à Londres, d'ailleurs c'est à Londres que ça se passe assez bizarrement, que vous allez à Londres dans le bureau du type pour être distribué dans le monde entier sur Amazon, bah ça prend un rendez-vous de 2 heures et un dossier et vous avez une réponse 5 jours après. Et donc ce qu'il faut travailler, c'est le dossier et le produit et non pas en fait la distribution. Quand vous voyez le temps qu'il faut pour que des vendeurs de jus de grenade soient distribués dans des casinos et des monoprix, c'est 3 à 5 ans de discussion, de machin, de trucs. L'Internet a complètement changé ça. Complètement. Et ce qui fait que, reprenons l'exemple du restaurant tout à l'heure, c'est que si vous êtes traiteur pendant 1 an, c'est-à-dire que le jour où vous lancez votre resto, dès le premier jour, vous avez déjà un fichier client de gens qui vous aiment. Si vous arrivez à livrer 4 personnes par soir et que vous le faites pendant 1 an, ça fait quand même 1200 personnes.
Ça fait déjà 1200 clients le premier jour qui connaissent votre restaurant, vous n'avez même pas commencé. Vous voyez la grande différence entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui? Dans le monde d'avant, quand on ouvrait un restaurant, il fallait attendre en moyenne entre 3 à 6 mois pour commencer à avoir de la clientèle et que ce ne soit plus l'effet vide. Moi, j'ai un ami, il a ouvert un restaurant. Au début, il demandait à des amis de faire les figurants parce que quand c'est vide, les gens ne rentrent pas. Et donc, les gens venaient et consommaient gratuitement pour faire les figurants, pour essayer d'amorcer la pompe. C'est la grande différence entre avoir une communauté préalable et ne plus l'avoir. Donc tout l'enjeu des business physiques, quels qu'ils soient, et tous les nouveaux business models reposent tous sur un fondement commun, qui est la communauté préalable, à quel point elle est engagée et à quel point je peux en faire quelque chose et la mobiliser soit virtuellement, soit physiquement, à faible coût. Et c'est la step one de quiconque veut faire quelque chose de physique. C'est devenir un maître S storytelling. Et ça, c'est dur. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait overnight. Yoda l'a dit, do or do not, there is not such a thing as a try. Il y a une seule façon d'apprendre les choses, c'est de les faire. Et de les faire jusqu'à vomir. Encore une fois, si vous avez vu Jiro Dream of Sushi, vous saurez comment on fait du riz. Il y a une seule façon de faire du riz, c'est pendant 10 ans, vous faites du riz matin, midi et soir. Même si vous êtes mauvais. D'ailleurs, si ça se trouve, il y a un type chez Jiro qui a réussi à se servir du riz dans le restaurant au bout de 3 ans parce que c'était une star. Dans la vie, tout est toujours une courbe de Gauss. Il y a les gens qui sont très en avance, il y a les gens qui sont très en retard, et la majorité des gens sont distribués au milieu. C'est comme ça. Et apprendre quelque chose, c'est toujours une courbe de Gauss. Vous êtes bon en maths, vous allez apprendre les maths en 1 an. Vous êtes mauvais en maths, vous allez apprendre les maths en 10 ans. Mais à l'infini, vous aurez toujours le même niveau. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que quand ça prend plus de 3 ans à apprendre quelque chose, vous en avez tellement marre et vous êtes tellement fatigué que vous êtes dégoûté et vous ne progressez plus. Et que le type qui a mis 1 an, lui, est tellement motivé, tellement passionné qu'il continue sa courbe d'apprentissage. C'est pour ça que, en fait, le problème des courbes de Gauss, c'est que si vous mettez un niveau, en fait, elles dépendent vraiment de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont du talent, il y en a qui n'en ont pas. Mais à la fin, entre les gens qui ont du talent et les gens qui n'en ont pas, c'est le travail qui paye. Si vous avez du talent et que vous ne travaillez pas, vous serez toujours rattrapé par les gens qui travaillent plus que vous, même s'ils ont beaucoup moins de talent. Et oui, le talent, ça existe. Il y a des gens qui sont gifted. N'allez surtout pas affronter la réalité en vous disant qu'il n'y a pas des inégalités structurelles entre les gens sur les sujets. Il y a des choses où on est plus ou moins naturel. Mais il faut toujours, sur les sujets où on n'est pas naturel, travailler beaucoup plus dur. Parce que vous avez besoin de travailler sur ces choses-là si elles sont nécessaires à votre business. Les Américains parlent de whatever it takes. Et j'aime beaucoup cette idée, c'est quoi qu'il en coûte. Quand on a fondé The Family, le dernier sujet dont j'avais envie de m'occuper, c'était les réglementations AMF. Franchement, vous ne croyez pas qu'un matin, je me suis levé en me disant ah, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est quand même un truc fascinant. Je trouve ça génial. On s'est tapé à peu près tous les textes possibles et inimaginables. J'ai vu à peu près tous les avocats du monde. Et aujourd'hui, je pense que je connais le sujet mieux qu'à peu près 99% des gens. Mais pourquoi? Parce que whatever it takes, c'est important, ça fait chier, mais c'est pas le côté agréable du business, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est toujours dans ces 10%-là qu'on voit la différence entre les gens qui gagnent et qui perdent. Est-ce que vous avez des excuses ou est-ce que vous n'en avez pas? Quand vous avez des excuses à ce que vous faites, parce que ça ne vous plaît pas, parce que je ne sais pas quoi, désolé de le dire aussi durement, mais moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire en rendez-vous, oui, mais c'est pas mon truc de, à chaque fois, je lui fais perdre 100 points dans ma grille. Parce que pour une raison simple, c'est que ça veut dire qu'à un moment, d'ailleurs, c'est pour ça que les inconscients dans l'entrepreneuriat réussissent autant. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens arrogants dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas remarqué que quand même, la plupart des bons entrepreneurs ont cette tendance à être un peu plus arrogants que la moyenne et un peu plus entrepreneurs que la moyenne pour une raison très simple, c'est que l'arrogance, c'est la forme de protection psychologique la plus simple vis-à-vis de ce genre de problème. C'est tout. C'est pour ça que ça crée un biais de sélection. Les gens arrogants se disent « oui, bah, de toute façon, j'y arriverai bien ». Et cette attitude de toute façon, j'y arriverai bien, c'est une attitude qui drive. Parce que même si vous êtes mauvais et même si vous êtes lent dans votre courbe, vous finirez toujours à un moment ou à un autre par être meilleur. Donc, pour le storytelling, il faut en faire tous les jours. Et encore une fois, tout est question de niveau d'engagement.
Vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Je vois trop d'entrepreneurs. C'est comme les histoires de landing page. Une landing page, ça se refait 500 fois, les gars. Je ne déconne pas. 500 fois. Minimum. On vous dit, il faut faire des landing pages, vous en faites une, vous la postez, vous recevez 4-5 feedbacks et c'est bon. Non, c'est des trucs qui se travaillent avec une précision et une minutie qui sont proches de la folie furieuse, en fait. Si vous n'avez pas l'impression d'être un fou furieux, c'est qu'il y a un problème dans ce que vous faites. Merci beaucoup.